C'est un sujet que tout le monde croit connaître, l'hygiène. Mais en discutant avec des proches, vous avez peut-être remarqué que dans ce domaine, c'est souvent le festival des idées reçues entre paranoïa et fausses croyances héritées de nos parents ou de nos grands-parents. Résultat, la plupart des Français désinfectent trop, mais nettoient mal. Saviez-vous par exemple que les toilettes ne sont pas la pièce la plus sale de la maison, que votre smartphone bien-aimé contient plus de bactéries qu'une barre de métro, même si vous le nettoyez régulièrement? Et d'ailleurs, comment le nettoyer? Et méfiez-vous également de l'éponge de cuisine, objet le plus contaminé du foyer, même si elle sent bon. Alors que faire? Comment se laver au mieux? Comment organiser son réfrigérateur? Quelles sont les bonnes pratiques, les bons gestes, les bons produits? Nous avons celui qui va vous donner les très bonnes réponses, les réponses vérifiées. Christophe Mercier-Tellier, hygiéniste, microbiologiste, formateur de milliers de soignants, auteur du livre « L'hygiène, c'est la santé » aux éditions HarperCollins. Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Christophe Mercier-Tellier, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple, avant de vous demander la définition d'un hygiéniste. Comment ça vous est venu, ce virus-là, de l'hygiène ? Je pense que c'est en 2 temps. Déjà, l'éducation. Je pense qu'en matière d'éducation, c'est hyper important. Et moi, j'ai été élevé dans la campagne berrichonne et avec des parents et des grands-parents qui étaient très, très, très attentionnés par rapport à se laver les mains, par rapport à l'hygiène alimentaire, faire attention à la propreté du foyer. Et donc, déjà, l'éducation, c'est hyper important. Ensuite, des études. Moi, je suis chercheur à l'origine et j'ai été voué à faire de la microbiologie, de la biochimie, de la génétique. Et puis, je me suis rendu compte que plus que faire de la recherche fondamentale, j'avais envie de recherche pratique et je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, on dit souvent qu'à la campagne, justement, il n'y a pas forcément une hygiène parfaite, et que justement, c'est ça qui fait que chez l'enfant, il va avoir des défenses merveilleuses. Eh bien, en fait, La théorie hygiéniste, comme on dit. l'hygiène, c'est la loi du juste milieu. Ça veut dire que l'excès, c'est pas de l'hygiène, et l'absence de règles de base, c'est pas de l'hygiène non plus. Et que moi, j'ai été élevé dans un foyer où les règles de base étaient respectées. Ce qui ne sont pas partout, ce qui ne sont pas dans tous les foyers. Pensez quand on vient de dehors, moi je travaillais dans le jardin avec mon papy, de rentrer à la maison et de se laver les mains avant de manger, c'était obligatoire. D'avoir des aliments qui ne traînent pas toute la journée sur la table et qu'on allait remettre au réfrigérateur, mais c'était hyper important. De pouvoir avoir des produits simples à la maison et pas acheter un tas de produits chimiques, c'était logique. Moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Et puis, je me suis aperçu que je pouvais en faire un métier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'excès, c'est l'opposé total de l'hygiène. L'hygiène, c'est vivre en harmonie avec son environnement. Et toute personne qui pense qu'en faisant trop d'hygiène, ce sera dangereux. Le trop d'hygiène n'existe pas, mais l'excès absurde et non mesuré, fait sur des fondements non scientifiques, existe. Je considère que plus on connaît et moins on sera excessif. Hygiène, ça veut forcément dire propreté? Non. L'hygiène, c'est la science de conservation de la santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que c'est tout ce qu'on met en place pour rester en bonne santé. Quand on va parler d'hygiène de vie, on ne parle pas que nettoyer son foyer ou de prendre sa douche. On parle de faire du sport, on parle d'une alimentation équilibrée, mais qui ne nous rendra pas malade parce qu'elle ne sera pas contaminée. On va parler de sommeil, on va parler de relations sociales. Donc, l'hygiène, c'est tout ce qu'on met en place dans notre vie tous les jours, de façon à limiter les risques, sans être dans l'excès, tout en trouvant ce juste milieu adapté à nos croyances, notre environnement, notre éducation, le pays où on vit. Et à partir de là, ce mix fait que votre hygiène à vous n'est pas exactement la même que la mienne, mais que tous, on va vers un mieux pour rester en bonne santé. Et donc, c'est un des facteurs d'une espérance de vie la plus longue possible. Alors, on va peut-être faire du concret, du pratique. On va rester dans notre logement, par exemple. On va commencer par la cuisine. Alors, vous dites volontiers que la cuisine, c'est l'endroit le plus dangereux sur le plan de l'hygiène ou de la non-hygiène. Pourquoi ? Alors, c'est
l'endroit où on va trouver le plus de micro-organismes qui peuvent être dangereux à notre santé et qu'on peut absorber par l'intermédiaire d'un objet satanique qui s'appelle l'éponge. L'éponge, c'est un corps spongieux, c'est-à-dire bourré de petits trous. Et pour voir comment cette éponge est impossible à nettoyer et désinfecter, il suffit de mettre un peu de savon dans cette éponge ou de produit vaisselle et d'ensuite essayer de la rincer. On la met sous l'eau, on la rince, puis on n'y arrive jamais totalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de petits trous à l'intérieur qui vont rester humides pendant très longtemps. D'ailleurs, une éponge, elle va sécher par l'extérieur, mais elle va rester humide à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette éponge, des milliards de bactéries vont se reproduire. Il ne faut pas oublier qu'elle se divise toutes les 20 minutes et à partir d'une seule, on en obtient 1 milliard en 10 heures. Avec une éponge, on va donc récupérer des micro-organismes, notamment à travers les surfaces qu'on va nettoyer avec cette éponge, mais aussi à travers la vaisselle qu'on va faire avec cette éponge. Ces micro-organismes, ils vont se reproduire dans l'éponge et ensuite, on va les disperser partout dans la cuisine. Donc, l'éponge est un lieu de recueil de micro-organismes et de dissémination de ces micro-organismes dans notre environnement de cuisine, ce qu'on veut absolument pas. Donc, l'éponge, aujourd'hui, est un matériau qui a fait son temps, qui était formidable quand on l'a inventé. On a commencé à l'utiliser, ça fait plusieurs siècles, et qui a vu son apogée à la fin du 19e, début du 20e, parce qu'on servait beaucoup de l'éponge naturelle, parce qu'à l'origine c'était naturel, pour faire sa toilette. On avait l'éponge pour laver les enfants. Et aujourd'hui, il existe des matériaux bien plus modernes qui, eux, vont être parfaitement lavables, parce qu'une éponge, les études internationales ont montré que passer au micro-ondes, tremper dans l'eau de Javel, tremper dans un acide, etc., on n'arrive jamais à la désinfecter totalement. Même si on la change très souvent ? Ce n'est pas le problème de la changer, c'est le problème de combien de temps on va l'utiliser, que simplement une éponge utilisée à midi, contaminée par des salmonelles à travers, je ne sais pas, un saladier sur le bord duquel on a caché des œufs, on va se retrouver avec des bactéries fécales de l'anus de la poule sur l'éponge. Elles vont se reproduire en multipliant par 1 milliard chaque bactérie en 10 heures. Et le soir, quand vous allez reprendre l'éponge, vous allez disséminer ces bactéries fécales sur toute la vaisselle que vous allez faire. Bon, allez, on jette l'éponge, mais on prend quoi alors ? Aujourd'hui, on a des matériaux qui ne captent pas l'eau. On a des matériaux très simples, on a des brosses. On a des brosses qui soient avec un support en bois ou en plastique qui, elles, sèchent facilement. Donc, ce ne sera pas un support bactérien où les bactéries vont pouvoir se reproduire. On a les microfibres, qui est un matériau durable, qui est un mélange de polyester et de polyamide, qui permet d'essuyer d'ailleurs même sans produits chimiques. On a des microfibres pour simplement faire les vitres sans produits chimiques et qui sont lavables parfaitement comme votre linge habituel que vous portez chez vous ou vos serviettes de toilette. Et qui là ne vont pas se déliter, il ne va pas avoir des petites microfibres qu'on va manger. Pardon ? Ça ne va pas se déliter, on ne va pas avoir des microfibres. Alors, les microfibres, il faut être clair, il faut toujours, j'ai dit tout à l'heure, science du juste milieu. Entre une éponge qui va disséminer dans votre cuisine des milliards d'Escherichia coli, de salmonelles et d'entérocoques fécalis, très clairement, et une microfibre que moi je peux laver, que je peux mettre au sale tous les soirs et qui va libérer un petit peu de microplastique au premier lavage, choisis quoi ? Je choisis plutôt la microfibre parce que quand on parle de microplastique, il faut parler de toutes vos crèmes hydratantes qui sont dans des flacons en plastique, il faut parler des bouteilles d'eau dans lesquelles vous avez de l'eau avec des microplastiques et ce n'est pas la microfibre qui va augmenter votre dissémination de microfibres dans l'environnement. Donc microfibre pour nettoyer notamment les planches à découper. Quelle planche à découper, plastique ou bois ? Alors c'est très simple, la réponse c'est bois. Et c'est bizarre qu'on dise ça. On dit parfois que ça sèche. En fait, toutes les études ont montré que... Alors moi, à la maison, j'ai du bois. Il y en a en verre aussi. Mais exactement. Et vous anticipez ma réponse. Vous connaissez bien ma maison, c'est pour ça. Et le verre. Le verre, c'est formidable. Le verre, ça n'accroche strictement rien. Mais le bois, il faut savoir que c'est un matériau vivant dans lequel les bactéries ont beaucoup de mal à se reproduire. D'ailleurs, les arbres, quand vous faites des cicatrices dans les arbres, l'intérieur de l'arbre n'est pas envahi, cette plaie va se refermer. Comme notre plaie, les végétaux ont un système immunitaire. Donc, les bactéries sur une planche en bois vont très peu se reproduire, sur une planche en plastique vont énormément se reproduire. Pour preuve, vous prenez une boîte en plastique et vous mettez des aliments dedans. Ensuite, vous mangez ces aliments, vous lavez cette boîte en plastique. Vous remettez le couvercle et cette boîte propre avec son couvercle, vous la mettez dans un placard. Quelques jours après, vous prenez la boîte et vous ouvrez le couvercle pour mettre de nouveau des aliments dans cette boîte propre. Et vous allez sentir qu'il y a une odeur désagréable. Mais en fait, cette odeur désagréable, ce sont des bactéries qui sont sur les parois en plastique qui n'ont pas été délogées par le lavage avec votre produit vaisselle parce que le plastique
adsorbe les bactéries, c'est-à-dire qu'il les colle. Et ces bactéries produisant des gaz, c'est les petites mauvaises odeurs que vous aurez dans la boîte en plastique propre. Donc le plastique, au-delà de permettre la reproduction des bactéries, les colle et même les laisse après un lavage. Donc pour des biscuits secs, ça peut aller, mais pas pour des plats ou Exactement. Tout ce qui est sec, ça peut aller, mais acheter du plastique aujourd'hui, c'est justement participer à cette campagne que l'on veut, où on veut éliminer le plastique dans notre environnement. Le plastique, en plus, si on met des aliments non secs, c'est pas seulement des microplastiques, c'est aussi des phtalates, du diéthylhexylphtalate, qui va se détacher des parois, d'autant plus si on met un aliment gras dedans, une vinaigrette, une sauce avec de la crème. Donc, c'est pas seulement les microplastiques, c'est les microplastiques, les bactéries qui adhèrent aux parois, et en plus, la libération de phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Allez, avant de quitter la cuisine, on fait un petit tour dans le réfrigérateur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les 2-3 choses qu'il ne faut pas faire par rapport au réfrigérateur? Ça fait partie des règles de base, c'est la température du frigo. Nos frigos ne sont pas à la bonne température. Une étude a été faite par l'ANSES au printemps dernier qui montre que les réfrigérateurs ménagers frôlent plus avec les 7 degrés qu'avec les 3 degrés maximum auxquels ils devraient être. Donc, les frigos, il faut absolument veiller à une bonne température, c'est 1, 2 ou 3 degrés. 4, c'est la limite dangereuse. 6, on est dans des températures où des bactéries dangereuses vont pouvoir se reproduire. Donc, à partir de là, il faut absolument veiller à la température du frigo. Ça, c'est le point numéro 1. 2, tout ce qu'on met au réfrigérateur comme plat préparé doivent être protégés dans des boîtes fermées. On ne laisse rien à l'air libre. Parce que dans le frigo, on va stocker des aliments très propres qu'on a cuisinés, mais aussi les pots de yaourt, mais aussi les pancakes gruyère, etc., qui, eux, extérieurement, sont sales. Donc, ça veut dire que dans un frigo, tout ce qu'on y met est protégé. Ça, c'est le deuxième élément. 3, troisième élément important, on veille et on surveille également dans les vieux frigos les joints autour des portes qu'ils sont peu hermétiques et qui vont consommer davantage. Et les joints, ça se change tout simplement. Ça coûte 4 à 5 euros et vous changez le joint et vous gagnez en conservation, vous gagnez en énergie et en consommation électrique. Donc c'est important de s'occuper des joints du frigo. On va relancer un grand débat dans cet épisode. Faut-il retirer immédiatement ses chaussures en arrivant chez soi et surtout demander à ses invités d'en faire de même? Écoutez l'humoriste Marine Léonardi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet plus politique qui, j'en ai conscience, peut diviser les gens, voire me faire perdre des abonnés, mais je pense que c'est aussi mon rôle d'être lanceur d'alerte. Non, on n'enlève pas ses chaussures quand on est invité chez des gens. Voilà, je ne veux plus enlever mes chaussures. J'en ai marre. J'en ai marre d'arriver, d'entendre la phrase « Ça t'ennuie pas d'enlever tes chaussures ?» Non, parce qu'en fait, Timothée, il est dans sa phase où il lèche le sol. Si, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'adore Timothée, j'adore ton fils, mais là, ça m'emmerde. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, ils lèchent le sol. Moi aussi, ça me fait bizarre quand je vois des paires de chaussures sur mon tapis. Mais qu'est-ce que tu veux, on nettoiera demain? Enfin, sinon, on n'invite pas les gens chez soi. Parce que parfois, du coup, les gens, ils se retrouvent pieds nus avec leur mycose, là, on se regarde comme deux ronds de flanc. Ah ouais, t'as les pieds dégueulasses, ouais, j'ai des bocs. Mais ça va pas? Alors, qu'en pensez-vous? Elle est formidable et formidablement vraie scientifiquement. C'est n'importe quoi. Se déchausser avant de rentrer à la maison, c'est n'importe quoi. En fait, il faut savoir que le seul élément probant qui peut mener au fait qu'on se déchausse ou qu'on demande aux gens de se déchausser, c'est tout simplement pour limiter le nettoyage des sols ensuite quand ils sont repartis, en emmenant les gravillons de la terre, surtout s'il a plu dehors, et que les sols vont être sales visiblement. Mais le sol, en termes de contamination de la maison, n'est pour zéro dans nos contaminations et dans nos risques d'infection. Le sol n'a aucune raison. Maintenant, à l'hôpital, vous savez qu'on ne désinfecte plus les sols, c'est terminé. Ben moi, ça fait 20 ans que je prône cela, on y arrive enfin. Les recommandations nationales, notamment de la Société française d'hygiène hospitalière, c'est les sols sont lavés simplement avec une microfibre, des bandeaux microfibres et de l'eau. Ah bon? Et c'est tout. Bien sûr, le sol, c'est de l'image de marque. Donc, il n'y a aucun risque entre un sol contaminé et nous, et d'avoir une infection. C'est l'endroit le plus sale de la maison, c'est le sol. C'est l'endroit qui ne craint rien dans la maison, c'est bien le sol. On ne lèche pas le sol. Quant aux enfants qui sont à quatre pattes, ben oui, vos enfants, ils vont faire un rhume, ben oui, ils auront un peu mal de gorge, ben oui, ils auront une diarrhée. Et ça s'appelle l'immunité normale parce que de toute façon, le système immunitaire est en effervescence et il est là pour justement déterminer le soi, le non-soi, c'est parfait. Par contre, de mettre des produits chimiques sur le sol à la maison, c'est dégueulasse pour vos enfants qui vont marcher à quatre pattes et pour vos animaux qui vont se rouler les pattes. Donc, et puis aussi pour vos invités que vous avez demandé de se déchausser. Donc, se déchausser, c'est simplement pour le côté
j'aurai moins à nettoyer le sol. D'un point de vue du risque, je peux vous assurer que le colis postal qu'on ouvre sur la table de la cuisine, le sac à main qu'on ouvre sur la table de salle à manger ou sur la table du salon, et le sac de course qu'on traîne partout, y compris dans le caddie où il y avait des gamins debout dans le caddie avant, sont bien plus dangereux, bien plus contaminés. Et eux, on les met à portée de notre bouche puisqu'on les ouvre et on les place en général sur la table. Et la table, ensuite, on va faire des préparations alimentaires. Donc arrêtons de nous farcir la tête avec les chaussures, il faut les enlever avant d'arriver à la maison. Cet humoriste a totalement raison, mais soyons raisonnables. Science du juste milieu, ce qui est important, c'est tout ce qu'on met sur la table et qui vient de l'extérieur. C'est pas nos chaussures. D'accord. Allez, on vous emmène maintenant dans la salle de bain. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut vraiment se laver tous les jours? Alors, en fait, la réponse, elle est très facile. Le danger, c'est pas de prendre une douche. Le danger, c'est les produits qu'on utilise pour prendre la douche. Le danger, c'est pas de se mettre 10 fois sous l'eau dans la journée parce que tiens, on est en pleine canicule, on veut se rafraîchir. Mais la douche n'est pas dangereuse. Quand j'entends « Oh, c'est dangereux de trop se laver !» Ben non, mon coco, ça n'a rien à voir. Évidemment, si vous utilisez un gel douche bourré de phénoxyéthanol, de méthylchlorisothiazolinone, de parfums, de colorants et de composants plus ou moins dangereux, ça c'est sûr qu'en plus vous en mettez trop et en plus vous rincez pas beaucoup. Donc c'est sûr que ce qui est dangereux, c'est pas la douche, c'est les produits chimiques qu'on utilise. Alors savon de Marseille, c'est pas mieux parce que le savon de Marseille est à la peau ce que le décapfour est au four. Il est bien pour nettoyer la maison, mais il n'a jamais été adapté à la peau. Mais quand on n'avait rien et qu'on se lavait jamais, c'était formidable. Aujourd'hui, on a des produits qui sont plus adaptés à notre pH cutané. Même Donc, les savons liquides à base de savon de Marseille, c'est pas top pour les mains? non, c'est de la publicité. À base de savon de Marseille, ils peuvent être à un pH 9, un pH 10, alors que votre peau est un pH de 5. Vous imaginez? Je vous dis, le savon de Marseille est à la peau, ce que le décapfour est au four. Le savon de Marseille, c'est formidable. C'est un produit extraordinaire. Il y a encore des savonneries. Il faut en acheter. Et c'est très bien pour le linge, pour nettoyer la maison. Détacher les taches des voilà, enfants. c'est formidable. C'est un excellent produit. Mais le savon de Marseille de base a un pH trop éloigné du pH de notre peau. On comprend quoi? Il est dans le savon doux commerce. Non, alors doux ne veut rien dire. Non, Gel lavant? tout ça, c'est des. Alors en fait, tout ça, tout ce que vous êtes en train de me donner, ce sont des dénominations commerciales, Du marketing. publicitaires, marketing. D'accord? Déjà, vous prenez un produit avec peu de composants. Donc, il faut qu'il y en ait 4-5. Pas de parfum, pas de colorant et pas de paillettes. D'accord? Les étiquettes, elles font Donc, aussi ligne. mais oui, mais on choisit avec nos yeux, avec notre nez. Donc évidemment qu'on va vous mettre des parfums. Évidemment, regarde au supermarché le nombre de personnes qui ouvrent le flacon, qui le sniffent. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Tu aimes celui-ci? Ah non, j'aime pas. Hop, on le referme. Une fois qu'on a bien craché dedans et bien sniffé dedans, on le repose dans le rayon. C'est abominable ce truc-là. Donc, on choisit des produits les plus simples possibles, d'où au savon de Marseille, hypoallergénique, etc., ne signifie rien et ne vous protège de rien. Donc, le savon, on en prend peu, c'est un creux de main pour la totalité du corps. Et si on fait une douche au savon, c'est une fois par jour. La deuxième, si on veut en prendre, c'est à l'eau claire. Et puis, si on veut prendre 10 douches simplement à l'eau, ça ne va pas embêter, pas désorganiser les bactéries cutanées. Par contre, le savon, lui, va fortement les désorganiser. Bonjour les risques d'eczéma, de mycose et autres infections cutanées. La brosse à dents? Oui. On utilise quand même le dentifrice, non? Bien, mais il faut savoir que de la brosse à dents, le plus important, c'est le brossage. Le dentifrice, lui, c'est pas la majeure partie de l'action de la brosse à dents. On choisit une brosse à dents déjà à poil souple, ni médium ni dur, parce que là, on va abîmer les gencives. Ensuite, le brossage, eh bien, il faut le faire dans le sens du haut vers le bas ou du bas vers le haut, en fonction des dents, mais jamais perpendiculairement aux dents. Et cette brosse à dents, elle est individuelle, chacun sa brosse, et évidemment, on la met à l'abri dans un petit capuchon protecteur, d'autant plus si la salle de bain est dans le même endroit que le WC. Parce que quand on tire le WC et qu'on ne ferme pas la cuvette, eh bien, on va avoir une belle éclaboussure de bactéries géniturinaires et fécales qui peut aller jusqu'à la brosse à dents. Donc, attention, c'est individuel. Le dentifrice, oui, mais c'est pareil. Faisons attention qu'il n'y ait pas de dioxyde de titane. Faisons attention aux excès de parfum ou de colorant dans ces dentifrices, à la composition. Les recommandations nationales sont avec le fluor, très bien. Je ne critique pas ces recommandations nationales, mais faisons attention à ce que dans le dentifrice, il y a peu de composants. Et la brosse à dents, ça se change maximum tous les 2 mois. 2-3 mois? Ouais, 2-3 mois. Alors moi, perso, je la change tous les mois. Comme ça, je suis tranquille. Au premier du mois, hop, c'est bazardé. Et surtout, poil souple, poil souple, poil souple. Baisser les lunettes des toilettes, vous avez dit, c'est indispensable? Oui, c'est indispensable. Alors, c'est indispensable. Et attention, lorsque vous mettez du détartrant WC dans les WC, surtout,
baissez bien le couvercle pendant que vous y avez le détartrant dedans, et surtout, ne pressez pas la chasse d'eau avec le détartrant dedans, parce que vous allez avoir de l'acide sur le visage. Donc vous baissez bien le couvercle, vous éliminez le détartrant, et ce n'est qu'une fois que vous avez mis le détartrant dans les WC qu'il faut brosser. On ne brosse jamais un détartrant WC. Ouais. Ok. C'est hyper dangereux, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une brosse WC avec les poils tout jaunes, parce que l'acide a bouffé le plastique. Donc attention à ça dans tous les cas. Pour les excréments, pour les produits chimiques mis dans les WC, chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, on ferme le couvercle. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'eau de Javel, Ouais. ce qui était quand même le produit de référence à l'époque? Que nenni, mon garçon. C'est terminé l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est un formidable produit, inventé en 1790 par Berthollet dans le petit village de Javel qui juxtait la Tour Eiffel. On a encore une station Javel pour commémorer ce lieu. C'est vrai, on n'y pense pas La forcément. commune de Javel a été absorbée par la commune de Paris et pouf, plus de Javel. Mais comme c'était l'endroit où on fabriquait l'eau chlorée désinfectante, on l'appelait l'eau qui amenait de Javel. Comme l'eau parfumée fabriquée à Cologne, qui est devenue l'eau de Cologne. C'est pas le même parfum et pas la même Non, utilité. on est d'accord. L'eau de Javel, aujourd'hui, au niveau ménager, elle n'a plus aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Parce qu'on fait n'importe quoi avec cette eau de Javel. Et qu'aujourd'hui, l'eau de Javel, elle a encore des utilités potentielles à l'hôpital. Elle a encore des utilités lorsqu'on n'a rien d'autre pour désinfecter dans des lieux où on a besoin de désinfecter. À la maison, non. Et surtout, cette eau de Javel, elle se décompose très vite. Il ne faut jamais l'acheter en berlingot. Parce qu'un berlingot, une fois qu'il est fabriqué, au bout de 3 mois, il est décomposé. Il faut l'acheter en flacon. Le flacon, il faut mettre une date Ou d'ouverture. en pastilles, les pastilles Non, effervescentes. non, les pastilles, c'est pas de l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est de l'hypochlorite de sodium. Les pastilles, c'est du dichloroisocyanurate de sodium. Les pastilles, c'est dangereux, notamment sur des enfants ou des personnes âgées qui perdent la tête à la maison, parce que les pastilles, ça s'absorbe, parce que ça peut être confondu avec un produit d'aspirine effervescent. Donc c'est dangereux et c'est pas de l'eau de Javel. D'ailleurs, les pastilles sont stables à l'eau chaude, ce que n'est pas l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel n'a plus aucune utilité à la maison, j'en ai plus, on n'a pas besoin de désinfecter à la maison, et si on a besoin de blanchir, eh ben on prend du bicarbonate qu'on met mélangé à la lessive pour blanchir le linge, c'est plus utile et ça abîme moins le linge que l'eau de Javel. Dans mon livre, j'explique comment on l'utilise, si on doit l'utiliser, parce qu'on l'utilise tellement mal qu'il était de ma responsabilité d'expliquer comment faire si on a besoin de l'utiliser. Mais normalement, dans 99% des cas de notre vie, ne l'utilisons plus. À l'hôpital à présent, vous formez des soignants. Quel geste essentiel est souvent mal fait? On pense au lavage de mains, ça s'apprend ça. Le lavage de mains, C'est vous alors qui il y a leur deux apprenez? éléments. Oui, oui. Enfin, non, c'est pas moi qui leur apprends, ils l'apprennent à l'école. Mais je suis là pour leur rappeler. Et surtout, on a 2 techniques. Soit on se lave les mains à l'eau et au savon, mais il faut aller au lavabo, il faut ouvrir le robinet, il faut prendre du savon, il faut savonner, il faut rincer, il faut sécher, ça prend beaucoup de temps. Soit on utilise la solution hydroalcoolique, qui a été largement popularisée par le Covid, alors qu'à l'hôpital, on l'utilisait déjà depuis 20 ans. La friction hydroalcoolique, c'est rapide. On peut avoir le flacon dans la poche. On va le mettre sur les mains en 30 secondes, c'est actif, à condition de bien l'appliquer, de faire tous les gestes. Mais c'est un produit extraordinaire qui fonctionne sur la majorité des cas parce que ça fonctionne sur main propre. Le lavage des mains, c'est sur main propre ou main visiblement souillée. La friction hydroalcoolique, c'est main visiblement propre. Mais c'est quelque chose à la fois à l'hôpital qui est rapide. On a distributeurs partout dans tous les couloirs. Même pour le bloc opératoire, les chirurgiens, parfois il y en a des réticents, mais je leur apprends que la friction hydroalcoolique, c'est plus efficace que le lavage avec un savon antiseptique. Donc on arrive maintenant à faire des frictions chirurgicales. Donc ça fonctionne très bien. Mais ça s'apprend, ça s'oublie vite, parce que l'être humain est indiscipliné par essence. Et l'hygiéniste est là pour rediscipliner les équipes en matière de bons gestes, de ce qu'on appelle les précautions standards, qu'on appelle les précautions universelles ou qu'on appelle les gestes barrières dans la population générale. Puisqu'on parle d'hôpital, je ne résiste pas à cette étude qui avait montré qu'à l'hôpital, même si la cravate se porte de moins en moins, c'était quand même le lieu le plus contaminé au niveau des médecins. Bien évidemment, tout ce qui touche le patient et qui ne peut pas être désinfecté quand on passe d'un patient à un autre. Alors aujourd'hui, franchement, des médecins avec des cravates, j'en vois quasiment plus. Heureusement. Il n'y a plus personne. Vous savez que maintenant, moi je le vois dans mon groupement hospitalier, le pôle santé Moselle, on est à des médecins qui sont en tunique pantalon. C'est-à-dire que on a maintenant, tout le monde est en tenue. C'est fini le médecin qui arrive avec son costume et qui passe de chambre en chambre. Alors, il y a quelques récalcitrants, mais ça, il y en a dans la vie de tous les jours. Mais globalement, les médecins me disent d'ailleurs qu'ils sont plus en sécurité parce qu'au bout du compte, ils n'emmènent pas tous les micro-organismes de l'hôpital chez eux. Donc, au bout du compte, c'est une sécurité pour tout le monde. Donc, tant mieux. Vous en parliez au début, il y a forcément une question d'éducation. D'ailleurs, c'est ce qui vous a conduit vers cette carrière. Quelles habitudes, selon vous, devraient être enseignées dès le primaire? S'il y a 3 choses à dire à nos enfants.
Le premier élément, c'est quand on voit qu'on a attendu le Covid pour mettre des postes de lavage des mains correctement équipés dans les écoles où ils avaient encore un vieux savon jaunâtre je vous au rassure, mur. Il y a encore un jour sur deux où il n'y a pas de savon. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a un vrai problème. L'éducation, ça se fait à la maison et à l'école. Il faut pas tout faire reposer sur l'école. L'un ne supplie pas l'autre. Ça veut dire que les deux sont complémentaires et que les deux sont importants. Donc l'un ne doit pas se décharger sur l'autre. La famille ne doit pas se décharger sur l'école et réciproquement. Mais quand on parle de l'école, parce que la famille, je ne peux pas la gérer, mais l'école, je peux la gérer. Il est absolument honteux qu'on n'ait pas de poste de lavage des mains correctement équipé à l'école, de WC accessible aux enfants et sécurisé dans les écoles et parfaitement nettoyé et désinfecté tout au long de la journée. Quand on voit que vous avez des enfants qui se retiennent tout au long de la journée pour aller aux toilettes et qui font des occlusions intestinales et qui se retiennent de faire pipi, qui se retrouvent avec des infections urinaires, tout ça va avoir des conséquences notables sur leur développement, sur leur puberté, peut-être sur leur future santé et sexualité. Donc, des toilettes propres, équipées, sécurisées, des postes de lavage des mains, c'est déjà le b.a.-ba. Donc c'est bien d'apprendre aux enfants, mais faut-il d'abord aussi qu'on ait les équipements qui permettent de les apprendre. Et ça, on ne les a pas. Le ministère de la Santé devrait avoir un droit de regard sur tous les lieux d'hygiène en France et qu'ils dépendent de n'importe quel autre ministère. Il devrait se situer au-dessus. Donc ça, c'est un premier geste au niveau de l'école. Deuxième élément, je pense que l'école est un lieu formidable pour apprendre l'hygiène alimentaire. Malheureusement, là encore, vous avez des écoles qui font très attention au goût, à ce qu'on va donner aux enfants, et d'autres qui vous servent des plats qui sont indignes et qui sont issus de sociétés de restauration qui sont plus attirées par les bénéfices que par le goût, l'attirance du regard, de l'odeur des plats. Or, l'école est un lieu d'éducation en matière d'hygiène alimentaire. Donc, c'est vraiment important. Puis, vous m'en demandiez 3. Le troisième élément qui me paraît vraiment très important, c'est les dangers de la vie collective. C'est-à-dire, on est en collectivité. En collectivité, ça veut dire qu'on respecte l'autre. Ça veut dire que quand on est enrhumé, on porte un masque. Ça veut dire qu'on se lave les mains. Je parlais tout à l'heure des postes correctement équipés, mais on se lave les mains quand on va faire une activité de groupe, quand on va faire du sport. Tout ça, ça s'apprend à l'école. La vie collective, c'est important. On est dans une société où l'individu est tout et le collectif n'est rien. Vous allez au Japon, l'individu n'est rien et la société est tout. On est à l'opposé les uns des autres. Il faut peut-être trouver un juste milieu entre les deux. Ni les uns ni les autres sont dans la justesse. La justesse est dans le juste milieu. Si vous me permettez juste peut-être une dernière, la même chose chez l'adulte. Quels sont les 3 conseils rapides que vous seriez à donner en priorité pour des adultes, pour une vie, une hygiène? Parce que vous avez dit tellement de choses qu'on se dit mais on ne peut plus rien faire, il faut regarder partout. 3 choses importantes à mettre en application dès demain. Pour vivre à moindre risque, on va dire. Je pense que quand je parle de sécurité, les mains, 80% des micro-organismes qui nous contaminent, virus, bactéries, sont dus aux mains. Donc déjà l'hygiène des mains. Quand je vois toutes ces personnes qui arrivent dans un resto, qui ne vont pas se laver les mains ou ne se désinfectent pas les mains avant de manger, je suis choqué. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test dans des stations-service. Je regarde parfois en sortant des toilettes. Ils ne se lavent pas les mains. Mais ils pourraient très bien se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique. Donc déjà l'hygiène des mains, c'est le b.a.-ba et ce n'est pas maîtrisé. Donc ça déjà, ça m'embête fortement. Deuxièmement, notre responsabilité individuelle dans les épidémies collectives. On est en plein hiver, en automne-hiver, on a un début, on a la grippe un peu partout, on a le Covid, on a tous les virus respiratoires syncytiaux, les bronchiolites, etc. Mais tout ça, c'est facile. C'est facile à éviter pour deux raisons. 1, porter un masque quand vous êtes enrhumé. Porter un masque lorsque vous avez des symptômes respiratoires pour ne pas contaminer d'autres personnes. Je prends les transports en commun quasiment tous les jours. Je prends le train 2 à 3 fois par semaine sur des moyens et longs voyages. Mais en pleine épidémie, qui porte le masque, mis à part moi? Personne. C'est une véritable catastrophe. Donc, portez un masque lorsque vous êtes enrhumé. Et s'il vous plaît, soyez respectueux. Et le troisième élément très important et qui va être étonnant, c'est la vaccination. Mais vaccinez-vous, bon sang de bonsoir. La vaccination est hyper importante. C'est un geste de protection de soi et protection de la société. Elle est tellement mal présentée, elle a été tellement mal mise en place au niveau du Covid. Il n'y a pas que ça, hein. Il suffit de lire l'enquête du journal Le Monde pour comprendre, pas l'enquête du journal Le Monde, l'enquête des magistrats qui a été résumée par le journal Le Monde sur les responsabilités concernant la pénurie de masques au début de la pandémie en 2020. On nous a dit de ne pas porter des masques alors qu'il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas, mais qu'on savait très bien qu'il fallait en porter. Pour information, moi je transmets les informations sur le coronavirus depuis 2008.
dans mes formations aux médecins, aux soignants, je leur explique que le coronavirus, c'est un virus respiratoire qu'on connaît sous différents variants et qu'il faut mettre un masque chirurgical pour se protéger. On nous a dit qu'il ne faut pas porter de masque parce qu'on n'en avait pas. Le stock était de 0. Mais on parle de responsabilité collective. Se vacciner, c'est une responsabilité collective. Là, il y a des parents qui pleurent parce que leurs gamins, les urgences sont encombrées. C'est aujourd'hui, là, ce week-end, parce qu'ils ont une bronchiolite. Et il faut quand même savoir qu'on a des vaccins qui fonctionnent très bien. C'est pas la peine de pleurer quand un gamin est malade ou si un gamin meurt, alors qu'on avait la possibilité, avant, de le protéger, de le vacciner. On a une responsabilité collective, mais d'abord individuelle. Et arrêtons avec tous ces charlatans qui sont en train de nous dire que le vaccin, ça ne fonctionne pas, c'est insupportable. Ça, c'est des gens qui détestent les humains. Merci beaucoup Christophe Mercier-Tellier. On rappelle votre livre « L'hygiène, c'est la santé » aux éditions HarperCollins. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Prenez soin de vous.